« 1er octobre 1949. La République populaire de Chine est proclamée, aboutissement de l'une des plus spectaculaires révolutions, celle des campagnes chinoises commencées 20 ans plus tôt. À sa tête, Mao Tse-tung, peut-être le personnage le plus important du XXe siècle, petit dieu incarné de la Chine, à la réputation de sage, à la fois visionnaire et violent, d'empereur philosophe devenu anarchiste. Il y a bien sûr du vrai dans ce cliché pour garde rouge, maintenant quelque peu terni, comme il y a aussi beaucoup de fausseté et d'approximations répandues par la conjonction de plusieurs propagandes additionnées. Mais on peut aujourd'hui approcher la vérité du personnage de Mao en cernant la grandeur, mais aussi en pointant les nombreuses limites. Que dit en effet la légende dorée du Mao révolutionnaire parcourant sa longue marche jusqu'au pouvoir? Qu'il a inventé une nouvelle stratégie paysanne du mouvement communiste, qu'il a combattu sans relâche l'influence soviétique sur les communistes chinois, entrepris la longue marche, organisé la déroute de ses adversaires nationalistes en 1946-49, après avoir inspiré la résistance au Japon, puis établi les bases du socialisme en Chine. Aucune de ces assertions n'est parfaitement exacte. Et c'est en mesurant les intervalles croissants entre la géographie de Mao et la réalité que nous comprendrons mieux son personnage qui entre en scène dans les années 1920. Où en est alors la Chine? Depuis 1900 et l'expédition des puissances occidentales à Pékin, la dynastie des Qin, les empereurs mandchous, est condamnée. Elle est renversée 12 ans plus tard par une coalition instable de mandarins réformateurs, de généraux opportunistes et de démocrates socialisants, les nationalistes du Kuomintang, qui rêvent d'une modernisation égalitariste. Le Kuomintang, dirigé par le docteur Sun Yat-sen, est trop faible pour administrer l'immense bouillonnement du pays. C'est très vite l'anarchie, chaque chef militaire prenant le contrôle d'une portion de la Chine qu'il met en coupe réglée sous l'œil attentif de la puissance régionale montante, le Japon, qui rêve de coloniser la Chine. Bientôt, en 1921, une poignée de jeunes intellectuels de gauche créera un parti communiste de Chine dans l'arrière-salle d'un restaurant de Shanghai. Ces jeunes militants se trouvent tout de suite confrontés à un grand débat, s'allier au Kuomintang, comme le leur conseille Moscou, ou faire cavalier seul. Mao Tse-tung fait partie de ces 20 premiers apôtres de la dynastie rouge. Fils de propriétaires terriens de la province méridionale du Hunan, Mao est un représentant typique de la nouvelle intelligentsia déracinée par le temps des troubles. Formé pour le mandarinat dans sa jeunesse, féru d'histoire chinoise classique, il trouve porte close à l'adolescence en raison de l'effondrement de la société traditionnelle. Quand en 1923, sur les instructions de Lénine, les marxistes chinois rejoignent finalement en bloc le Kuomintang, Mao devient, à Canton, le secrétaire à la propagande du mouvement nationaliste. Comme Moïse, Sun Yat-sen, qui meurt en 1925, ne verra pas le couronnement de son œuvre, la réunification de tout le pays par la nouvelle armée du Kuomintang, l'expédition du Nord de 1927. Il ne verra pas non plus son immédiate négation, la rupture du Kuomintang avec ses alliés communistes, sur lesquels s'abat une répression sanglante. Tout Mao naît de ce triomphe et de cette tragédie. Triomphe militaire d'une révolution paysanne et intellectuelle, solidement encadrée par une armée professionnelle, l'expédition du Nord, la PEIFA, mais aussi tragédie. Pour un mouvement communiste naïf et désarmé, qui s'est donné pour seule tâche d'organiser le petit îlot moderniste des Chines urbaines, selon les méthodes soviétiques, et a vite été, de ce fait, encerclé et massacré
par le maréchal Chiang Kai-shek, successeur officiel de Sun Yat-sen. Mao fuit la répression pour les campagnes désolées du Jiangxi au sud-ouest de Shanghai. Considérant que le communisme chinois en échec dans les villes doit prendre appui sur la mobilisation révolutionnaire de la paysannerie, il va ainsi, entre 1929 et 1931, établir les bases d'une commune paysanne armée. C'est la stratégie de révolution paysanne inventée par Mao selon la légende. Mais qu'en est-il vraiment? Il nous faut ici tordre le cou à quelques légendes dorées. La vérité historique, c'est que ce retour vers les paysans découle tout droit des instructions soviétiques. À l'époque, l'internationale communiste, le Comintern, est dirigé par Nikolai Boukharin, qui est en Union soviétique le grand défenseur de l'alliance avec les paysans. C'est lui qui insiste, dans une polémique implicite avec Staline, sur l'importance de cette alliance paysanne partout, en Russie, en Europe, mais aussi en Chine. Les premiers textes de Mao ne sont que des démarquages, parfois même de simples plagiats, des instructions de Boukharin. Pourtant, c'est bien de cette révolution paysanne, voulue initialement par Moscou, que va découler le succès de la Longue Marche, voulue également par Moscou. La Longue Marche. Il s'agit là de l'étape la plus héroïque entre toutes, la lente migration à partir d'octobre 1934 de la base paysanne du Jiangxi, menacée d'encerclement par les troupes du Kuomintang, vers l'intérieur du pays où elle rallie des forces sans cesse plus importantes. Mais le rôle de Mao dans cet immense déplacement a été surestimé par la légende. Certes, le courage, la détermination et l'inventivité de Mao sont bien réels, et le cerveau politique de toute l'opération n'est autre que Chou En-lai. Ce dernier, brillant intellectuel formé en France et en Union soviétique, est le nouveau leader désigné par Staline pour prendre la tête du Parti communiste chinois. Mais il a l'intelligence politique de comprendre que rien ne pourra se faire sans le charisme de Mao. Au lieu de s'opposer à lui, il se place donc sous ses ordres, comme premier adjoint, et le convainc de transférer l'ensemble du dispositif insurrectionnel de l'extrême sud de la Chine à l'extrême nord, à proximité de la frontière soviétique, comme le souhaitait Staline. C'est ainsi que débuta la longue marche de 12 000 km, qui installera pour 10 ans, de 1935 à 1945, l'état-major du Parti communiste à Yan'an, dans la région la plus désolée du fleuve Jaune. Bientôt, la lutte avec le Kuomintang s'apaise devant le danger bien plus considérable de l'invasion japonaise. Dès 1929, percevant la fragilité du régime de Chiang Kai-shek, le Japon s'est mis en marche pour transformer peu à peu la Chine en protectorat. En 1931, il occupe totalement la Mandchourie, qu'il transforme en territoire de colonisation. Bientôt, la pression s'exerce directement sur Pékin. Là encore, on crédite Mao du grand tournant national du communisme chinois, qui en fera la force majoritaire dans le pays en 1945. Mais est-ce si sûr? Quelle est la stratégie de Mao face à cette invasion japonaise? Mao manœuvre alors admirablement en faisant naître au sein du Kuomintang un parti de la réconciliation contre l'ennemi commun japonais. Le chef de cette faction, le jeune maréchal Jiang Zuiliang, s'empare de la personne de Chiang Kai-shek en décembre 1936 à Xi'an et propose une alliance à Mao. Sous la pression de Staline, Mao repousse l'offre et fait libérer Chiang Kai-shek en échange de la conclusion d'un accord de front uni contre le Japon, se donnant ainsi le beau rôle aux yeux de l'opinion chinoise. Dès lors, les dés sont jetés. Les Japonais envahissent tout le pays en 1937. Vite défait sur le terrain, Chiang Kai-shek doit à son tour se replier dans l'intérieur lointain du territoire, où le rejoint Chou En-lai, le chef de la délégation du Parti communiste, auprès du gouvernement central à Chongqing. À Shanghai, face à l'occupant japonais, Mao délègue ses pouvoirs au brillant intellectuel Liu Shaoxi, qui devient responsable des zones dites blanches, la Chine occupée, tandis qu'à Yan'an, il appelle la Chine à la démocratie nouvelle et joue les empereurs paysans avec un succès certain. Mais la résistance anti-japonaise, voilà un autre mythe historique. C'est l'armée régulière qui supporte courageusement, mais vainement, l'offensive japonaise de 1937-38 avec une aide militaire, surtout américaine. À la fin de 1938, le front se stabilise à peu près, les Japonais ayant soumis toute la Chine utile, et ni Chiang Kai-shek ni Mao ne se hasardent à défier l'ennemi. En réalité, Mao ne fera qu'exploiter la reddition japonaise en 1945. Il a surtout grevé la victoire d'un Kuomintang qui n'a pas mieux combattu l'envahisseur. Mais le Kuomintang est-il au moins tombé sous la pression des guérillas communistes paysannes? Rien n'est moins sûr. Nous nous attaquons donc au dernier des mythes,
celui de la victoire finale. Le 8 août 1945, en parfaite simultanéité avec la bombe d'Hiroshima, les forces soviétiques déferlent sur l'armée japonaise de Mandchourie, affaiblie et démoralisée. Elles se retireront quelques mois plus tard, mais non sans avoir remis tout le matériel lourd capturé sur le Japon et davantage encore une partie de leur équipement moderne aux communistes chinois. Le résultat est immédiat. Lorsqu'en 1946, Chiang Kai-shek reprend imprudemment le cours de la guerre civile, il se heurte rapidement dans les plaines de Mandchourie à la 4e armée de campagne de Lin Piao, entièrement équipée et commandée à la soviétique, qui lui inflige en 1947-48 des dommages irréparables. Ailleurs, le travail de sape accompli par Chou En-lai porte ses fruits. Le régime nationaliste s'effondre par pans entiers, victime de ses divisions, de sa corruption et de son incurie. Une moitié des généraux du Kuomintang se rendent sans avoir combattu. Certes, Mao est bien le chef d'orchestre, désormais adulé de ce triomphe. Mais 3 hommes, Lin Piao, Chou En-lai et Liu Shaoqi, en sont les artisans essentiels. Voilà pourquoi la lutte politique en Chine après 1949 se déroulera essentiellement entre eux. Car si Mao a su faire preuve de pragmatisme, de réalisme et d'audace dans la conduite de la guerre civile, il est en revanche désarçonné par l'ampleur et la complexité de la tâche de gouverner après 1949. Il règne désormais sans parvenir à imposer ses vues. Après la folie du grand bond en avant de 1958, il est même peu à peu mis franchement à l'écart par Liu Shaoqi. Son retour sur le devant de la scène avec la révolution culturelle sera le résultat d'un coup d'État militaire et à sa mort, il laisse un pays dévasté par la folie idéologique, mûr pour les grandes réformes de Deng Xiaoping. Il n'est pas certain que la postérité valide entièrement l'enthousiasme des contemporains pour Mao Tse-tung. La véritable dynastie rouge peut aussi se décliner par Liu Shaoqi, Chou En-lai et Deng Xiaoping. C'est grâce à ces hommes que le communisme chinois a pu être sauvé du désastre et survit encore au communisme soviétique.